Bienvenue dans J'ai planté ma boîte, le podcast où l'on parle sans tabou des échecs entrepreneuriaux et de ce qu'on en retire. Ici, on casse le mythe de l'entrepreneur parfait et on vous raconte les vraies histoires. Celles de ceux qui ont osé, tenté et parfois échoué. Pour cette fois. Je suis Marine et j'invite d'autres entrepreneurs qui n'ont pas eu peur d'essayer. Après mon propre échec entrepreneurial, j'ai besoin de sortir des discours un peu trop marketés de LinkedIn et de rencontrer d'autres personnes avec qui partager nos expériences. Alors si toi aussi tu veux entreprendre, ou si tu as même déjà commencé, t'es au bon endroit. Quel meilleur accélérateur que l'expérience des autres. Alors, prêt à découvrir la face cachée de l'entrepreneuriat ? C'est parti pour un nouvel épisode de J'ai planté ma boîte. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode du podcast J'ai planté ma boîte. On va parler sans filtre de l'entrepreneuriat et de ses galères. Je m'appelle Marine et j'ai créé Juste l'Essentiel, une marque de glace protéinée. Et aujourd'hui, je vous parle en tant qu'entrepreneur qui a planté sa boîte. Juste l'Essentiel est actuellement en liquidation et je dois vous dire que c'est pas quelque chose de facile à admettre. Comme beaucoup d'entrepreneurs, je me suis lancée avec l'envie de faire bouger les choses, de proposer des produits innovants avec des belles compositions que je fabriquais moi-même dans mon labo. Et j'avais bien évidemment prévu de tout faire pour que ça marche. Mais la réalité du terrain est parfois plus compliquée que l'idée initiale. Pendant longtemps, j'ai essayé de tenir bon, de trouver des solutions, mais parfois même en y mettant tout son cœur, ça suffit pas. Alors oui, aujourd'hui Juste Essentiel n'existe plus en tant que société active, ça a été un coup dur, mais ce que j'ai appris dans ce processus est inestimable, et c'est justement ce que je veux partager dans ce podcast. Je veux montrer que l'échec entrepreneurial n'est pas une fin, mais une étape dans un parcours, et qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir essayé, et encore moins avoir peur d'essayer. Aucun parcours entrepreneurial n'est sans obstacle, et il est essentiel de parler de ces moments difficiles. Dans cet épisode, je vais revenir plus en détail sur la genèse du projet, les plus grands défis que j'ai eu à relever, et à quel moment j'ai compris que la liquidation était inévitable. On évoquera aussi les leçons que j'ai pu en tirer pour éviter de refaire les mêmes erreurs, parce que c'est en plantant qu'on apprend. Alors si toi aussi tu vis ou crains ces moments de doute et d'échec, ce podcast est pour toi. Ensemble, on va dédramatiser l'échec et apprendre comment se relever, encore plus fort. J'ai lancé Juste l'Essentiel il y a 3 ans, sans aucun entrepreneur dans mon entourage, des parents salariés depuis des années. Mon père, ça fait 25 ans qu'il est salarié dans la même boîte. J'avais un peu d'argent de côté à mettre dedans, et surtout la passion de la food. Je suis ingénieur agro spécialisé en production à la base, donc je savais faire tourner des lignes de production, manager, sourcer des matières premières, et à mon sens, c'était déjà une grosse partie de ce qui m'attendait. Ah là là, si je savais. Donc à ce moment de ma vie, je faisais beaucoup de sport, je n'étais pas pour autant moins gourmande, on va pas se mentir. Je suis arrivée en PACA il y a quelques années, donc il y avait des glaciers absolument partout, mais quand je me suis un peu intéressée aux compositions, franchement c'était pas fameux, hein. Additifs, conservateurs, arômes, eau, air. J'ai donc commencé par acheter ma petite sorbetière, je fabriquais mes petites glaces pour ma conso perso. Puis un jour, j'ai vu mon sachet de protéines en poudre à côté, et je me suis dit, tiens, mais il y a du lait dans la glace, ça peut peut-être marcher. Et puis voilà, j'ai mis ça dans ma mixture. L'objectif, c'était de prendre le contre-pied un peu de l'image de la glace classique, qui était beaucoup trop sucrée, et puis que tu manges pas forcément quand tu veux faire attention à ta ligne. Donc là, c'était un produit plaisir avec moins de culpabilité finalement. J'ai fait déguster ça aux copains du CrossFit. J'ai testé plusieurs parfums, j'ai eu pas mal de retours de leur part. Ça c'est bien, ça c'est moins bien, peut-être plus sucré, machin. La graine, clairement, elle a été semée, ça a pas mis trop de temps à germer dans ma tête, vous vous doutez. Et il aura fallu que le Covid passe par là pour me libérer le temps nécessaire pour sérieusement envisager le projet. J'avais passé mon CAP pâtisserie en candidat libre quand j'étais ingénieur, quand j'étais en école d'ingé. Et puis, je savais que j'allais en faire quelque chose. Moi, ça me servait dans ma vie pro de l'époque puisque je bossais en pâtisserie industrielle. Donc, je comprenais ce que les gens que je manageais faisaient au quotidien. Et puis, ça me légitimait aussi vachement. Et là, concrètement, c'était le meilleur moment de ma vie où il pouvait me servir ce CAP pâtisserie puisque pour fabriquer ces glaces, il faut avoir un CAP pâtisserie. Alors, pourquoi les protéines ? Déjà, ça permet de développer la masse musculaire, donc quand tu fais du sport comme ce que j'en faisais à l'époque, ton besoin en protéines est supérieur à la moyenne, et c'est pas toujours comblé par ton alimentation. Et ce que j'ai découvert pendant le projet, au début quand j'ai lancé le produit, ma cible c'était uniquement le sportif, puisque j'avais fabriqué le produit pour moi, donc j'étais ma propre cible, mais au fil du temps, et des rencontres que j'ai pu faire dans le projet, je me suis assez vite rendu compte que, ok, la protéine elle a un grand intérêt pour le sportif, mais elle en a tout autant pour le senior
qui a des apports en protéines supérieurs aussi à la moyenne, puisque pour lui, la protéine va maintenir la masse musculaire et donc réduire le risque de blessure. Une personne âgée, plus vieillie, plus il a de difficulté à mastiquer, et donc c'est difficile de consommer de la protéine, parce que voilà, un morceau de viande c'est compliqué à manger, etc. Donc sa consommation de protéines au quotidien diminue, pourtant son besoin augmente. Et donc il y a tout un marché de la nutrition protéinée, autant chez le senior que chez le sportif. Et donc ça, forcément, ça donne vachement plus de sens au projet. Et donc sur le marché de la nutrition sportive, on ne peut pas vraiment dire que les compositions soient vraiment très jolies à voir. Je vous invite à regarder une liste d'ingrédients d'une barre protéinée qui se trouve dans le commerce. Ben, bloquez-vous 1 heure, parce que ça va être assez long. Et je vous parle même pas du goût, qui est très souvent discutable. Mes glaces, c'était 7 ingrédients, pas d'additifs, pas de conservateurs, 30% moins sucré qu'une glace classique, et surtout, si je ne vous disais pas qu'elles étaient protéinées, vous ne l'auriez jamais deviné. Le point principal quand je développais mes recettes et ma priorité, c'était le goût, parce que je mangeais avant tout des glaces pour le kiff et pour le plaisir, donc je voulais faire perdurer ça. Autre point, je ne foisonnais pas beaucoup mes glaces. Donc le foisonnement en industrie agroalimentaire et dans la fabrication de la glace de manière plus courante, c'est absolument nécessaire. Sinon, si je ne foisonne pas ma glace, je n'incorpore pas d'air à l'intérieur. Et donc, je vous vends un glaçon, en fait, qui est difficilement cuillérable. Donc c'est courant de foisonner sa glace. Par contre, il y a toujours une demi-mesure. Et en industrie agro, ce qu'on voit souvent, et ce qui dérive toujours, c'est qu'il y a des règles dans la réglementation, et donc le minimum syndical pour 1 litre de glace, c'est que le poids soit de 450 grammes. Donc faut se rendre compte, déjà 1 litre d'eau, ça fait 1 kilo en général, et donc si vous dites que pour 1 litre j'ai 450 grammes, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié de mon bac de glace qui est composé d'air. Donc ça c'est une décision que j'ai prise tout au début, je ne souhaite pas vendre d'air à mes clients. Donc je foisonnais peu, ce qui donnait une glace plutôt à une texture type Häagen-Dazs. Donc ça va vous parler. Donc voilà, il faut la laisser revenir un peu en température pour qu'elle soit facilement mangeable. Elle était du coup plus compacte, et forcément, t'as plus de goût et t'as plus de matière. Moi, ce que je voulais, c'était allier simplicité, équilibre et gourmandise. Maintenant que vous comprenez ce qui m'animait, et ce qui a l'air de toujours m'animer encore beaucoup maintenant que je vous en parle, il a fallu relever un premier challenge qui a été de vendre ce projet aux organismes de prêt d'honneur. Il fallait augmenter la trésorerie de départ du projet. Donc j'ai du coup monté un business plan qui est la marche à suivre plutôt classique quand on monte sa boîte et qu'on cherche des financements. Ça n'a pas été quelque chose de simple pour moi, malgré que j'ai un diplôme d'ingé, c'est pas quelque chose que j'avais déjà fait dans le passé. Heureusement, il y a beaucoup de documentation sur internet, donc tu retrouves assez facilement des pistes et ce qu'on attend de toi, donc tu comprends ça assez vite. Je me suis beaucoup documentée. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une étude de marché complète qui a été co-rédigée avec un groupe d'étudiants de mon ancienne école d'ingénieur. D'ailleurs les filles, si vous passez par là, merci encore. Parce que le marketing, clairement, c'était pas mon fort à l'époque, ça l'est toujours pas d'ailleurs. Chacun son métier. Au même moment, et à l'intérieur de ce business plan, il a fallu déterminer des prévisions de vente. Forcément, tu étudies le marché, tu essaies de comprendre si ton produit a sa place, s'il répond à une problématique, à un besoin, s'il va y avoir de la demande. Et maintenant, on te demande d'évaluer la demande. Donc, on te dit, voilà, ton produit, il n'est pas sur le marché, personne ne sait qu'il existe, toi-même, tu connais même pas la version définitive de ton produit que tu vas commercialiser, mais on te demande combien tu vas vendre. Bon, compliqué. Donc pour moi, clairement, ça a été de jongler entre mes espoirs de vente, les ventes qu'il fallait réellement réaliser pour être rentable, et les ventes que j'allais objectivement pouvoir réaliser. C'était pour moi l'équivalent de lire dans une boule de cristal, on va pas se mentir. Avec le recul, mes prévisions, elles étaient beaucoup trop surdimensionnées. Ça a été une de mes premières erreurs. J'ai projeté des quantités qui étaient impossibles de vendre la première année. Je crois de mémoire que j'étais à plus de 300 000 € de chiffre d'affaires. Donc spoiler alerte, c'est pas arrivé, ça s'est pas passé. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est là aujourd'hui. Concrètement, avec le recul et objectivement, j'ai projeté ce qu'on voulait que je vende pour qu'on m'octroie les financements que je demandais. Donc ça pouvait pas marcher. Malgré tout, le challenge a été relevé puisque mes business plans ont été présentés aux différents organismes de prêt d'honneur et j'ai eu des prêts de Réseau Entreprendre et Initiative VAR et également du Crédit Agricole, donc qui était ma banque de l'époque. Ils ont tous les trois soutenu le projet. Réseau Entreprendre à hauteur de 40 000 €, Initiative VAR à hauteur de 10 400 € et le Crédit Agricole à hauteur de 10 000 €.
Les prêts du réseau Entreprendre d'initiative VAR sont des prêts en fonds propres, donc à taux zéro. Ce qu'il faut savoir avec le fonds propre, c'est que c'est crédité sur ton compte perso. Donc tu as l'argent sur ton compte perso que tu viens virer et injecter sur le compte pro de ta société. À tout moment, tu es censé pouvoir les récupérer, puisque c'est tes fonds propres, tu peux les récupérer si tu veux. Sauf que tu crées ta boîte, tu te lances, c'est de l'argent dont tu as besoin, que tu vas investir dans ta boîte. Donc à aucun moment tu récupéreras cet argent au début. Donc tu vas rembourser tes prêts à titre perso, puisque tu as récupéré cet argent, c'est pas pour le récupérer au fur et à mesure parce que tu rembourses tes prêts. Donc tu les rembourses à titre perso, clairement. Moi ça a été le cas pendant toute la durée de mon entrepreneuriat, je les ai remboursés à titre perso. Et à la liquidation, les prêts sont toujours sur ta tête. Toi, Marine. Et donc tu continues de les rembourser, tu dois continuer de les rembourser. Ça a un impact sur ta situation perso, je vous laisse deviner les montants, mais il y a plus de 50 000 euros sur 5 ans, ça représente des belles mensualités quand même. Et donc tout honnêtement, il a impacté, clairement. Donc quand tu te lances, à aucun moment tu envisages que ça puisse ne pas marcher, que tu vas rester avec ces prêts sur le dos. Sauf que faire un prêt c'est pas neutre, et tu le fais à titre perso. Le deuxième point, et en lien avec ça, c'est que du coup je vous disais le Crédit Agricole m'a financé à hauteur de 10 000 euros. Ces 10 000 euros étaient sous forme d'un prêt pro, donc prêt sur la société. Et on m'a demandé d'être garant de ce prêt, à titre perso. À l'époque, on me demande d'être garant d'un prêt pro. Je me dis, jamais, je me dis même pas en fait, je l'envisage même pas que je vais planter ma boîte. Et tu veux obtenir ce financement rapidement en fait, tu le veux, il faut que tu actionnes, tu as besoin de cet argent pour avancer dans ta société, il n'y a que comme ça que ça va marcher donc. Bah tu signes en fait. Et pour autant, c'est pas quelque chose de prendre à la légère. Aujourd'hui, la liquidation est en cours. On est en train de liquider la société, donc de revendre l'actif pour rembourser le passif. Si à la fin de cette liquidation, il reste une dette, ne serait-ce que 30% de la dette à rembourser, il faudra rembourser les 30% de la dette auprès du Crédit Agricole. Et ces 30%, c'est toi qui vas les rembourser puisque t'es garant. Et donc vient le moment où dans ta vie perso, t'es salarié, t'as envie d'investir, donc tu veux acheter quelque chose, tu veux acheter de l'IMO, tu sollicites le Crédit Agricole pour un prêt IMO. Il regarde ton dossier, il voit, ah bah, il y a une société à votre nom, oui. Elle est en liquidation, oui. Ah, il y a encore un prêt, oui. Et vous êtes garant, oui. Ok, votre situation est dans le rouge. Mais c'est ma société. Eh oui, mais non. C'est vous. Et ça, c'est pas neutre, et j'en avais pas suffisamment conscience au moment où je me suis lancée. Et même en société, parce que j'ai lancé une SASU, donc même en société, il n'y a aucun monde où le pro et le perso, ils se mélangent pas, en fait. Enfin bref. J'ai mes financements, il n'y a plus qu'à. J'ai 60K sur le compte, je lance la boîte, je fais le choix de sous-traiter la fabrication. Alors que c'est ce qui me faisait vibrer, et c'est ce qui me fait toujours vibrer d'ailleurs. On m'avait déconseillé à l'époque de fabriquer, par manque de moyens, de temps et d'énergie. C'est surtout en fait l'investissement de départ qui me semblait colossal. J'ai chiffré pour ouvrir mon laboratoire. Ça me coûtait plus de 200 000 euros de machines neuves. Sans parler de la remise aux normes du laboratoire, sans parler de payer un loyer pour le laboratoire, etc. Voilà. Ça montre que je voulais pas faire les choses à moitié, mais bon, mes glaces, elles auraient eu le même goût avec des machines d'occasion, mais soit. Donc finalement, je ne prends pas de laboratoire, je décide de sous-traiter, je visite plusieurs artisans, puisque il fallait trouver quelqu'un pour me les fabriquer. En PACA, il y a quand même pas mal de fabricants de glace, donc je devrais pouvoir facilement trouver mon bonheur. Bon, ça n'a pas été simple. J'ai visité plusieurs artisans. Bon, l'hygiène a été souvent discutable, mais soit. Beaucoup refusaient de prendre mes matières premières, puisque moi j'avais choisi des matières premières pour certaines raisons, la composition, l'origine, etc. Et beaucoup ne souhaitaient pas prendre mes matières premières. Et finalement, je trouve un sous-traitant. Il y a un plutôt bon feeling, ça se passe bien. Et puis j'ai assez rapidement appris une leçon. J'ai payé ce monsieur pour qu'il fabrique mes glaces. J'ai assisté à la première production, on a affiné le process. Je viens d'industrie agro, donc je cadre les choses. Je suis quelqu'un de très rigoureuse, donc on avait rédigé des process, s'y était engagé, etc. Et j'ai fait confiance. Parce que je payais ce monsieur pour qu'il fasse ce travail, je payais pour cette prestation, donc je voyais pas dans quelle mesure la prestation pouvait mal se passer. Eh ben, ça paraît fou, mais l'exemple il est parfait. Tu payes un mec qui fabrique des glaces depuis des années, c'est son métier. Tu lui as fourni tout ce qu'il fallait, t'as tout cadré, tu payes, et t'as la première production que tu vas récupérer,
où t'es pas là, la première production qui s'est passée où t'étais pas là, tu vas récupérer ta production et la texture elle est pas bonne. Donc t'as des glaces qui ont été fabriquées, que t'as payées d'ailleurs au demeurant, et c'est pas conforme. Et lui il envisage pas de te rembourser. Mais par contre il te dit, vous inquiétez pas, c'est bon, la prochaine c'est la bonne. Donc tu assistes à la prochaine production. Tu fais en sorte que ça se passe bien. Tu y assistes, tu goûtes, ça se passe bien, les produits sont conformes, ok c'est bon. T'es rassuré, ok il y a eu un petit loupé sur la première, pas de problème. Les glaces, ils te les fabriquent dans une certaine quantité, puisque c'est pas c'est quand même plutôt un semi-industriel, donc il y a des minimums de commandes qui sont assez élevés. Tu les fais du coup stocker. Moi, je les ai stockés chez un stocker que je payais pour stocker mes glaces en surgelé, parce que vous vous doutez bien, quand c'est en palette, tu peux pas stocker ça dans ton appart de 45 mètres carrés, c'est pas possible. Donc bref, il me stockait mes palettes. Et à partir du moment où la production s'est bien passée, les palettes sont parties directement du sous-traitant chez le stocker, et du stocker étaient expédiées chez les clients. Alors, spoiler alerte, les productions qui ont suivi n'étaient pas conformes, j'ai eu des retours clients, assez peu. Mais bon, quand tu lances un nouveau produit, les gens se disent simplement « Ok, bah ça me plaît pas en fait, la texture est farineuse, c'est pas ce que j'aime, tant pis, je recommanderai pas, mais je vais même pas lui dire en fait. » Et vous vous doutez bien, ça fait perdre du chiffre d'affaires, ça ralentit le développement, et donc arrive déjà la fin du premier été, où le constat est assez simple, ton chiffre d'affaires a pas particulièrement explosé cette première année, t'as pas du tout fait les 300 000 € que t'avais chiffré. Et là, tu fais le bilan, et t'as perdu de l'argent, t'as de la marchandise qui est pas conforme, t'as des matières premières qui sont stockées chez ton sous-traitant, il veut pas te les débloquer, il veut pas te les rendre, clairement il a prévu de te faire chier pour que tu puisses payer ses factures, enfin que tu puisses payer les factures des productions qu'il a faites mais qui sont pas conformes, que toi tu refuses de payer au demeurant. Bref, je vous passe les détails. Ce qui devait me libérer du temps et pour que je puisse faire du commerce, ça m'a fait perdre de l'argent et à mon sens avec le recul ça m'a fait perdre 1 an. Mais c'est une expérience. Le fil conducteur de ça, c'est que clairement le point de départ c'est que ça me choquait pas de projeter 200 000 € de machine neuve pour lancer une activité, quand tu faisais pas de chiffre d'affaires. Donc là si je devais faire un constat, c'est que ce que j'ai pas suffisamment fait, c'est que j'ai pas suffisamment priorisé mes dépenses. Donc, autre exemple, quand tu te lances, t'as des pots que tu fais personnaliser, puisque t'as envie qu'il y ait ta marque dessus, etc. Tu dois écrire les ingrédients, tout ça, il y a des réglementations. Et pour faire fabriquer ces pots, il y a des minimums de commandes qui sont élevés, puisque le fabricant d'emballage, il a pas le temps avec toi, qui est un tout petit, une petite start-up. Donc tu commandes ces minimums et puis tu te rends compte aussi que tu as des prix dégressifs à partir de certaines quantités. Donc tu te dis, bon attends, je vais payer quasiment 2 fois moins cher, autant que j'en prenne plus. Donc t'en prends plus. Pareil pour la protéine, j'ai acheté de la protéine chez un gros faiseur de protéines, et c'était par palette. Et je vous laisse imaginer 25 sacs de 25 kilos à un prix du kilo pas donné. Bon, c'est de la trésorerie qui dort. Donc c'est cool, au début t'as de la trésorerie, t'as 60K sur ton compte, mais par contre pendant tout ce temps, derrière, ta trésorerie elle attend, elle dort. Sauf qu'elle dort dans des pots en carton et elle dort dans de la protéine. Un peu dommage. Donc ouais, j'ai clairement pas suffisamment priorisé mes dépenses. Et puis, j'ai beaucoup raisonné avec le cœur en fait. Quand je me suis lancée, je voulais un beau logo, je voulais un beau site internet. J'ai fait beaucoup de stands pour faire connaître ma marque. Avec le recul, tu peux lancer ta marque avec un logo fait maison, avec un site de Wix que t'as payé 10 balles. Le nerf de la guerre, ça sera toujours de vendre et de faire de l'argent. Donc oui, ça a été un vrai kiff de faire des stands sur des événements de CrossFit, de rencontrer des athlètes, de leur faire goûter mes glaces. Mais je me suis pas suffisamment demandé ce que ça allait me rapporter. Et quand t'as injecté 10 000 € dans des stands la première année et que t'as pas fait 10 000 € de chiffre d'affaires à la suite de ces stands, c'est que c'était pas de l'argent bien dépensé au final, et que c'était pas des bonnes décisions. Et ouais, j'ai pas suffisamment pris le recul après un premier stand de me dire, ok, là t'as mis 2500 € dans un stand, est-ce que ça t'a fait gagner 2500 €? Ou est-ce que en prévision, dans quelques mois, tu vas les récupérer? Et forcément, du coup, t'en fais 1, 2, 3, 4, ils s'enchaînent, et à la fin, t'as pas gagné d'argent. Est-ce que miser autant sur le marketing et la communication, c'était ce qu'il fallait faire ? Franchement, si je devais me parler à mon moi d'il y a 4 ans, ça serait un grand non. On m'avait beaucoup dit à l'époque, si personne ne connaît ton produit et si personne sait qu'il existe, personne ne viendra te les acheter. Alors oui, mais dans cette phrase, il y a aussi acheter et donc commerce. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai pas suffisamment appuyé pendant mon entrepreneuriat, en tout cas au début. Le nerf de la guerre, c'est le commerce. J'ai pas suffisamment misé dessus. J'avais pas cette casquette. J'étais pas une commerciale. J'avais mis mon énergie dans ce que j'aimais. Donc je vendais, bien sûr. Mais je vendais mal.
et je savais pas faire. Enfin, ça a forcément ralenti le développement de ma structure, et c'est seulement la 3e année que j'ai pris des agents commerciaux, que j'ai tout misé sur le commerce, mais c'était déjà trop tard. Donc ouais, à refaire, je me serais plus entourée. J'étais un peu bille en tête à l'époque. Ah, c'est mon projet, c'est mon bébé. Je veux tout faire toute seule. Et en fait, forcément, tout seul, tu vas un peu moins loin. Donc voilà. J'ai quand même eu l'idée de recruter un commercial en alternance pour avoir un support et surtout en me disant, on sera 2, donc on va convertir 2 fois plus vite, en tout cas 2 fois plus de volume. Spoiler alert, c'était une alternante, et elle a rien vendu. Voilà, donc elle m'a coûté de l'argent, je payais son école, j'ai payé son salaire, mais voilà, elle n'a pas vendu de glace. Soit. Bref, passons. Mais bon, du coup, rentrée 2022, j'ai une alternante, je réalise que l'hiver va être très difficile. Mes clients sont assez frileux de commander des glaces en hiver, d'autant que la DLC est assez courte, c'est 9 mois. Forcément, ce que je vous ai pas dit d'ailleurs, c'est que je vendais principalement à des professionnels, donc les professionnels revendaient mes glaces à des particuliers. Je comprends la prise de risque de s'engager en septembre sur des glaces qui vont périmer en avril, enfin, normal. Les ventes chutent, pour tomber à 0 entre novembre 2022 et mars 2023. Heureusement, j'ai eu un soutien de la BPI à l'époque pour de la R&D, donc qui m'a permis de sortir la tête de l'eau et surtout de pouvoir poursuivre le développement des recettes et de proposer de nouveaux parfums l'été suivant. J'ai eu un faux espoir de plus puisque je décide d'arrêter de travailler avec le sous-traitant que j'avais à l'époque et j'en cherche un autre. Donc je rencontre de nouveaux intervenants dans le milieu de la fabrication de la glace et je rencontre quelqu'un que je estime être de confiance, qui a l'air suffisamment bien équipé et qui comprend mes problématiques. Donc on discute pendant plusieurs semaines. Et puis arrive le moment de signer un contrat, et là, je me suis fait ghoster. Concrètement. Pire que sur Tinder. et donc il me répond plus, il répond pas à mes appels, il se passe plus rien. Donc t'es en mars, tu as ta saison d'été qui va commencer, et tu sais pas comment tu vas fabriquer tes glaces. Donc, faut trouver une solution. Je vais fabriquer. Je sais faire, je veux faire, j'aime faire, et ça me coûtera moins cher en plus. Parce que forcément, quand tu fais sous-traiter, le sous-traitant il se prend une marge, et puis il paye aussi ses salariés, et il paye le travail qu'il réalise. Donc, il faut trouver un local, faut acheter du matériel. Heureusement, la chance me sourit, j'achète une turbine d'occasion grâce à du réseau, et je trouve un local aussi grâce à du réseau. Donc le local, c'est une laverie, avec des machines à laver au milieu, qui doivent être évacuées par le propriétaire. Très clairement, ça a mis un peu plus de temps que prévu à évacuer les machines. Donc moi, j'étais au milieu des machines à laver avec mes machines pour fabriquer mes glaces parce que la saison c'était maintenant, fallait y aller, j'avais plus le temps. Donc c'était assez, je sais pas, j'ai même pas de mots. C'était vraiment une période autant fun que stressante en fait. Donc je me lance, je rappelle mes clients, je les relance, les clients de l'année précédente, je leur explique que voilà, ok, il y a eu des non-conformités, faut me laisser une deuxième chance, puisque je fabrique et que ça va bien se passer. Donc ça prend les gens, ça leur plaît en fait de voir que c'est moi qui fabrique. C'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, je trouve, dans les startups. En tout cas, c'est peut-être moi puisque je viens de l'agro et que ça me plaît de produire, mais moi ça me parle toujours plus quand les gens fabriquent eux-mêmes. Donc voilà. J'ai eu le sentiment en tout cas que ça avait joué et que j'avais vachement plus séduit mes clients comme ça. Quelques jours se passent, je suis dans mon local, je fabrique, je me démène, etc. Et je subis une inondation. Bon, mon assurance est assez réactive, j'arrive à pas trop souffrir de l'épreuve, malgré que j'ai énormément de pertes quand même, j'ai perdu beaucoup d'emballage, etc. L'été se passe, je fais des ventes, de nouveau je fabrique en même temps, donc j'ai un peu moins de temps, je suis pas une bonne commerciale, et mon alternante ne vend pas. Donc je fais un meilleur chiffre d'affaires que la première année, c'est indéniable, les gens aiment mon produit, mais ça va pas assez vite. Et j'ai appris en fait de mon dernier été. Donc j'avais préparé des recettes, j'avais prévu des milkshakes protéinés, et je suis prête en fait cette fois. J'ai acheté la machine qu'il faut pour les fabriquer, et je lance la première production de milkshakes. Et là, les bouteilles, elles explosent dans l'appareil. C'était des bouteilles en verre, et avec la pression, ça a explosé, puisque les machines pour fabriquer ce genre de produit, parce que c'était des milkshakes qui étaient stérilisés, donc les machines pour fabriquer ce genre de produit sont censées pouvoir gérer la pression à l'intérieur de l'appareil. Le commercial auprès de qui j'avais acheté la machine m'avait assuré que c'était bon, et là, je dois fabriquer mes produits, et ça ne marche pas. Les machines qui sont compatibles avec l'usage que je veux en faire coûtent 5 fois plus cher, puisque le commercial m'avait un peu enfumé. Clairement, j'ai pas la trésorerie. Mon
activité elle a chuté. Du coup, du jour au lendemain, j'ai plus de chiffre d'affaires. Donc, j'ai plus de plan B. Voilà, je suis là. Et forcément, c'est le moment où les banques t'appellent. T'as pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de perspective de chiffre d'affaires à plusieurs mois, mais t'as les charges qui tombent et t'arrives pas à les payer. Donc il y a eu beaucoup d'appels avec mon banquier, beaucoup de mécontentement de sa part, ce que je comprends. Par contre, moi, j'étais pas en mesure de proposer des solutions. Donc on a eu plusieurs rendez-vous, on a essayé de se comprendre mutuellement et de mettre en place ce qu'on appelait un plan d'appurement. Donc c'est un découvert qui est autorisé pour le découvert qui est en cours. Je lance en parallèle une campagne de crowdfunding, donc campagne pour laquelle il aurait fallu plus de 7 000 € pour acheter la machine, qui finalement, après l'énergie qu'on a mis dedans, n'atteint que 2 000 €. Donc ça sert à renflouer les caisses, on va pas se mentir. C'était pas l'objet initial, mais quand le montant est passé sur le compte bancaire pro, la banque prend tout pour rembourser ce qui est en négatif. Donc il reste plus rien, ça a renfloué les caisses en gros. Et ça sauve pas mon hiver du coup. Donc je suis confrontée à la difficulté qui est la plus frustrante de mon parcours entrepreneurial, c'est que j'ai un produit qui est la glace qui tend à plutôt bien marcher en été, mais qui par contre me permet pas de vivre en hiver. Et je suis incapable, à date, de fabriquer les milkshakes qui auraient pu lisser mon activité et sauver mon activité l'hiver. Donc, t'as investi du temps, t'as développé tes recettes, t'as acheté des bocaux, t'as acheté une machine qui fonctionne pas, et ton activité, elle chute. Malgré tout, les ventes, elles chutent. Et ça crée forcément un déséquilibre énorme dans les finances de ta société. En parallèle, ça fait 2 ans que ton aventure entrepreneuriale a commencé, t'as eu une rupture conventionnelle, donc c'est cool parce que t'as eu le Pôle emploi pendant 2 ans. Par contre, avec ce que je viens de vous dire, vous vous doutez bien qu'au bout de 2 ans, je suis pas en mesure de me payer. Donc il y a un trou dans la raquette, la société était pas viable à l'époque déjà. Tu fais pas du bénévolat, faut que tu payes tes factures, faut que tu payes ton loyer, et ça serait hypocrite d'ailleurs de se dire c'est bon, j'ai une société mais je peux pas me payer, c'était pas le but. Et donc t'as plus de salaire. Tu dois trouver des solutions, donc tu passes des entretiens, tu trouves un boulot en CDI qui te laisse suffisamment de marge de manœuvre et d'autonomie pour gérer ta boîte en parallèle, donc tu gères les deux en même temps. Le jour tu travailles puisque c'est un temps complet, un temps plein. Et le week-end ou le soir, et le soir, en fait, c'était pas où, c'était t'es en train de fabriquer tes glaces. C'était pas le plan de départ, on va pas se mentir, mais ça te permet de réinjecter tout l'argent qui te reste à la fin du mois dans ta boîte. Et clairement, tu sais que tu te lances sur un 3e été là et qui va être décisif, en fait. Ça passe ou ça casse. Donc là, 3e été, t'as appris tes erreurs, tu te concentres sur le commerce. Donc j'ai tablé tout ce que je pouvais tabler qui allait pouvoir vendre mes produits, donc grande distribution notamment. J'ai contacté beaucoup d'EHPAD et de groupes de nutrition senior. En fait, j'ai vraiment fait la totale, j'ai tapé tout le monde. Le produit, il plaît. Les gens, ils comprennent le sens que je veux donner au produit, ils veulent l'acheter, mais je suis trop chère. Je fabrique moi-même. Mes coûts de production sont élevés puisque je fabrique assez peu de volume. Donc, je prends le risque, je baisse mes prix. Parce que si je baisse mes prix, je vais vendre plus. Et si je vends plus, ça va me coûter moins cher de fabriquer. Mais à ce moment-là, mes finances pro, elles sont au plus bas, en fait. J'y mets tout mon argent perso. Chaque mois, la moitié de mon salaire est injecté dans ma boîte. Ça doit marcher. C'est le moment où je dois tout essayer. Et c'est en train de prendre, en fait. J'échange avec des gros groupes. Il y en a un qui me contacte, qui veut absolument proposer mes produits. On se parle de plusieurs milliers de pots en souhait de commande. Le prix est trop cher encore, donc on envisage un packaging différent. Qui dit packaging différent dit nouvelle méthode de production. Il faut étiqueter à la main, ça prend beaucoup de temps. Et malgré tout, ce produit, il plaît à ce client et il me commande 2 palettes. Il me commande 8000 pots de glace. Il faut savoir que 8000 pots de glace, à l'époque, j'avais une capacité de production de 100 pots par jour. Donc 8000 pots de glace, de l'ancien format, ça sous-entendait 80 jours de production. Clairement, c'était pas possible. Les pots que je proposais à ce client étaient plus petits, donc je pouvais en fabriquer plus par jour. Et il s'avérait que en projection, ça représentait 21 jours de production. Donc 21 jours d'affilée. La trésorerie de ma société est au plus mal à ce moment-là, donc je paye tout à titre perso. Je dois recommander des cartons, je dois recommander des pots, je dois commander des étiquettes, de la matière première pour fabriquer. Je paye tout à titre perso. C'est ma dernière chance. Ce gros groupe avait un cahier des charges qui était défini dès le départ, il n'y avait pas de problème.
Ils proposaient des produits aux personnes âgées très 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 faibles. Donc il y avait forcément des contraintes sanitaires à respecter qui étaient vraiment vraiment ultra contraignantes. Venant de l'industrie agro, je savais dans quoi je me lançais. Mais malgré tout, je voyais pas comment ça pouvait ne pas marcher. Enfin, il fallait que je puisse essayer. Donc on fabrique, chaque jour de production est testé en bactériologie et les premiers résultats reviennent. J'ai déjà terminé mes productions, parce que c'est toujours un peu long. J'ai terminé mes productions et les premiers retours reviennent. On est légèrement au-dessus des seuils de leur cahier des charges. Donc, pour vous expliquer, leur cahier des charges était très bas puisqu'ils s'adressent à des personnes immunodéficientes, donc forcément ils ont besoin d'avoir le moins de bactéries possible pour que ça ne puisse pas dégénérer avec la personne qui les consomme. Par contre, quelqu'un de tout à fait lambda comme vous et moi qui consommons des produits ont des seuils nettement plus élevés. Et j'étais dans ces seuils. Mais j'étais pas dans les seuils de leur cible. La décision a été radicale. Il y a eu la moitié des produits qui n'étaient pas conformes pour eux. Ils les ont refusés. Donc j'avais fabriqué 8000 pots. 4000 étaient pas achetables pour eux. Enfin, en tout cas, ils voulaient pas les récupérer. Et je leur ai livré 4000 pots. Pour ces 4000 pots, c'était des palettes. Il a fallu que je loue un camion. Sauf que du moment où on a déterminé qu'il y avait 4000 pots qui n'étaient pas conformes pour eux, j'avais toujours le camion avec les 4000 pots à l'intérieur, c'était pas possible de les stocker ailleurs, on se parle de plus d'une palette et demie, donc pas possible. Et là, nouvelle problématique. C'est la catastrophe en fait. T'as 4000 pots, il faut que tu puisses les écouler parce que sinon tu vas les jeter. Donc action-réaction, post Instagram, tu casses le prix, t'envoies par Chronofreeze tes glaces. L'opération elle plaît aux gens puisque le prix est vachement moins cher que ce que je fabriquais avant. Malgré tout, je perds de l'argent dans l'équation. Je loue un camion 15 jours de plus, je vends mes produits vraiment peu cher mais malgré tout pas suffisamment cher pour pouvoir rentabiliser l'opération. Cette opération avec ce gros groupe, elle m'a mis dans le rouge, enfin elle m'a enterré, on va pas se mentir. Et c'est à partir de ce moment-là que c'était plus envisageable d'avoir un plan B, C, D, E, j'en étais au plan Z à ce moment-là. Et donc là, il a fallu décider d'arrêter. Et là, c'est le trou noir, t'as plus de porte de sortie, ton volume de vente est trop faible avec tes autres canaux de distribution, et rideau quoi. La décision de liquider la société a été pas simple et encore maintenant j'ai un peu de mal à en parler. J'ai liquidé en septembre 2024. Donc faut savoir que avant ça, je suis partie à Bali pendant 3 semaines. C'est assez paradoxal, mais c'est un pays qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et ça m'a permis d'accepter la décision de prendre rendez-vous avec le tribunal du commerce pour leur dire voilà, je veux liquider. Et d'accepter cette décision de dire voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'aurais rien pu faire de plus. Ou si, j'aurais pu faire différemment, mais on réécrit pas l'histoire. Et donc tu passes devant le tribunal de commerce, t'es devant 5 monsieur en toge noire, t'as l'impression d'avoir fait une bêtise. On te demande pourquoi tu veux liquider, on t'explique plus ou moins ce qui va se passer, tu vas avoir un mandataire qui va s'occuper de toi et qui va s'occuper de liquider ta boîte. Et maintenant, t'es plus le gérant de ta boîte. C'est officiel. T'as planté ta boîte. Ça fera peut-être l'objet d'un autre épisode de parler un peu plus de cette acceptation, de cette décision. Là, on a parlé pendant plus de 40 minutes de comment on en était arrivé là, comment j'en étais arrivé là, comment juste l'essentiel en était arrivé là. Mais il y a un cheminement derrière, parce que ton identité d'entrepreneur, elle s'arrête quand tu liquides ta boîte, quand t'arrêtes. Et ouais, je pense que ça fera peut-être un épisode de podcast. Vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. En tout cas, merci d'avoir écouté et bienvenue dans J'ai planté ma boîte. Dans les prochains épisodes, vous entendrez des histoires comme la mienne d'entrepreneurs qui ont planté leur boîte, qui ont fait des erreurs, mais qui à chaque fois ont appris et rebondi. On va dédramatiser l'échec, en parler ouvertement et surtout montrer que c'est pas une honte de ne pas avoir réussi du premier coup. Ce podcast, c'est pour tous ceux qui ont peur de l'échec ou qui sont en plein dedans. Parce que l'important, ce n'est pas de tomber, mais de savoir comment on se relève. Merci de m'avoir écouté, j'ai hâte de vous retrouver dans les prochaines interviews. Ensemble, on va apprendre à mieux apprivoiser nos échecs et à en sortir plus fort. À très bientôt dans J'ai planté ma boîte. Waouh.
Je suis sûre qu'il y a encore des trucs que j'ai oubliés. Pourtant, je l'ai préparé et tout, mais... Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que ça m'émeut. Déjà, de remuer tout ça. Et d'en parler ouvertement, d'accepter cet échec, de l'assumer. J'ai mis plusieurs mois avant d'en parler. Je communiquais beaucoup sur LinkedIn. Et, et entre le moment où j'ai liquidé, donc en septembre, et le moment où j'en ai parlé ouvertement, il s'est passé 4 mois. Et je lance ce podcast 5 mois après la liquidation. Je vais pas vous mentir que c'est aussi une forme de thérapie, je pense. On verra. On verra où ça nous mène.